ou ken dans les temps les plus anciens, un chat vertueux, si vertueux qu'on l'avait appelé chat d'Urneim. Il était connu pour sa bonté, son intégrité et sa fidélité. Il était très apprécié dans son entourage, mais comme il ne pouvait pas s'acquitter des travaux des hommes, la famille qu'il avait adoptée l'affecta aux courses. Un jour d'été, il est chargé d'apporter le déjeuner au moissonneur. Dans son panier, on avait mis une grande quantité de nourriture, du pain, de l'huile, du beurre, du miel, du lait. Sur son chemin, il tombe sur un hérisson qui avait l'air de souffrir. Il marchait péniblement en poussant des gémissements de douleur. Ah, ah, ah. Le chat s'apitoie sur son sort, s'approche de lui et lui propose son aide. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Le hérisson, d'une petite voix à peine audible, le supplie. « Âme charitable, je te prie de me transporter jusqu'à ma demeure. Elle est sur ton chemin. J'ai trop mal, je n'arrive pas à marcher. Ah. » Sans hésiter, le chat se penche sur lui, le ramasse délicatement et le pose doucement au fond de son panier. Une fois bien installé dans le panier, le hérisson se frotte les pattes. Il a un large sourire et se met à saliver. Il jubile face à un tel banquet. Et c'est avec voracité qu'il puise dans le miel, le beurre, l'huile et le lait. Une fois rassasié, il s'adresse à son bienfaiteur. « Âme charitable, je te prie de me déposer ici. Je suis arrivé à destination. Je te serai reconnaissant toute ma vie. » Mais avant de s'en aller, feignant une révérence en signe d'adieu, il prend soin d'enduire de beurre rance la queue du chat. Bercé par l'euphorie d'avoir accompli un geste charitable, le chat ne se doutait de rien et il continue son chemin en chantonnant « Miaou, miaou, miaou ». À son arrivée, tenaillé par la faim, les moissonneurs se précipitent à sa rencontre et lui arrachent le panier des pattes. Quand ils y jettent un œil, ils se figent et échangent des regards consternés. Il ne reste plus que des miettes. Ils interrogent le chat, qui nie catégoriquement avoir puisé dans le panier. « Si ce n'est pas toi, qui est le coupable à ton avis ?»« Je vous jure, Wallah, Wallah, je ne sais pas. C'est un mystère. » Décontenancés, les moissonneurs s'approchent du suspect et le fouillent à la recherche d'un indice, n'importe quel indice qui prouvera sa culpabilité. On lui fait ouvrir la bouche, pas de traces de nourriture. On passe ses pattes au crible, rien. Mais dès que l'aîné flaire la queue, ils sont envahis par une odeur de beurre rance. « C'est elle la coupable! C'est elle la voleuse! C'est ta queue !» Furieux contre sa queue, le chat se tourne vers elle, la secoue, lui fait mordre la poussière en lui disant « Quand tu me suivais et m'obéissais, je te reconnaissais mienne. À présent, tu oses me trahir et manger à mon insu. Tu me fais honte, espèce de chapardeuse, espèce de voleuse. Je te renie, je te renie. » Et d'un coup de dent, il la cisaille. Et comme une ordure, il la jette loin de lui. Les deux loups affamés. Il était une fois deux loups qui avaient terriblement faim. Ils ne trouvaient rien à se mettre sous leur terrible croc. Ils en avaient perdu le sommeil. Cette nuit-là, ils étaient d'accord pour changer d'endroit. Toujours aux aguets, ils marchaient à pas de loup. Les oreilles dressées,
Ils écoutaient le moindre bruit, flairaient la moindre odeur. Soudain, un des loups sursauta, regarda l'autre et lui dit « As-tu entendu comme moi le chant d'un coq là-bas dans la forêt ?»« J'ai entendu le chant d'un coq, mais je crois que ce ne sont que des hallucinations. »« Chut, tais-toi, tu entends bien le chant d'un coq. »« C'est vrai, tu as raison. Cette fois-ci, mes oreilles ne l'ont pas inventé. Ce n'est pas un mirage. Mais notre problème, c'est que ces volatiles sont souvent perchés sur les arbres. Tentons notre chance. Peut-être que nous serons assez malins pour l'attraper. » Ils mirent le chemin de la forêt sous leurs pattes. À l'orée du bois, le second loup, qui avait très peur du noir, décida d'abandonner là. Le premier loup, lui, n'hésita pas. Il s'enfonça dans les broussailles. Il était sans doute plus affamé ou plus audacieux que son ami. Il cherchait, de bosquet en bosquet. Arrivé dans la clairière, il aperçut enfin un coq chantant perché sur le sommet d'un arbre. « Bonjour, monsieur le coq, vous êtes le roi des muezzins. Mon désir serait que vous descendiez et que l'on partage une prière ensemble. »« Désolé, cher loup, je n'ai pas encore fait mes ablutions. Mais un peu plus loin, là-bas, au pied de cet arbre, un ami qui m'est très cher sera heureux de prier avec toi. N'hésite pas à le réveiller. » Le loup se précipita vers l'arbre que lui avait indiqué le coq. Il se pourléchait les babines. « Enfin quelque chose à se mettre sous la dent !» pensa-t-il. Sa joie fut de courte durée. À peine arrivé près de l'arbre, surgit un chien de chasse. Le loup aurait voulu prendre ses jambes à son cou, mais il était trop tard. La peur le paralysait, la queue basse, le regard méfiant, il dit « Voudriez-vous prier avec moi ?»« Oh, pauvre de moi, je voudrais bien, mais j'ai un terrible mal de tête, surtout quand je vois un loup. »« Je sais ce qui peut guérir votre mal de tête, de la cervelle. Ça tombe bien, j'ai laissé à l'orée du bois une belle proie avec une grosse cervelle, parce que moi, je vous aurais bien offert la mienne, mais je l'ai perdue, et je n'en ai plus. » Le chien n'était pas d'humeur à écouter ces balivernes. D'un bond, il se saisit du loup et le dévora. Quant à l'autre loup resté à l'orée du bois, il entendit un horrible cri résonner dans la forêt. Il sut qu'un grand malheur était arrivé à son compagnon. Il était heureux de ne pas l'avoir suivi. Il leva les yeux au ciel et vit les dattes d'un palmier. Il se dit « Ah, ces délicieuses dattes suffiraient à calmer ma faim, mais je ne sais ni grimper aux arbres, ni bondir très haut. Je me contenterai de celles qui tombent par terre. » Et la gueule grande ouverte, il attendit sous l'arbre. Mon compte est tombé du palmier. Le loup l'a avalé. La mule du pape. L'histoire se passe à Avignon, au temps du pape Boniface. À cette époque, la joie, la paix et la convivialité règnent dans la ville. Du matin au soir, on assiste à des processions et à des fêtes. Les rues sont couvertes de fleurs. Les soldats du pape chantent en latin sur les places et les artisans travaillent joyeusement. Souvent, on entend le son des flûtes et des tambourins, parce qu'en Provence, quand le peuple est content, il faut qu'il danse. Et comme les rues sont étroites, les gens vont danser la farandole sur le pont d'Avignon. Le peuple adore Boniface. C'est un pape souriant, gentil et un peu original. En effet, il possède
une vigne qu'il a plantée lui-même près d'Avignon, sur une petite colline. Tous les dimanches, après la messe, il va voir son petit vignoble avec ses fidèles cardinaux. Là-haut, il s'assoit, regarde sa vigne avec amour et ouvre une bouteille de son vin qu'il déguste lentement. Le soir, il rentre en ville par le pont d'Avignon et il passe au milieu des gens qui jouent du tambourin et dansent la farandole. « Ah, le brave pape !» s'exclame toujours le peuple sur son passage. Ce que le pape aime le plus au monde, après sa vigne, c'est sa mule. Une belle mule noire tachetée de rouge. Malgré les critiques de ses cardinaux, Boniface se rend tous les soirs à l'écurie. Il apporte à son animal préféré un grand bol de vin chaud avec beaucoup de sucre et d'épices. La mule adore ça. À cette époque de l'histoire, tout le monde respecte la mule du pape. En effet, cette brave bête, avec son air innocent et ses 2 longues oreilles, a conduit Tistet-Védène à la richesse. Chassé de chez lui par son père à cause de sa paresse, Tistet-Védène est un jeune homme insolent et irrespectueux. Un jour, le pape Boniface se promène avec sa mule près du palais. Tistet-Védène s'approche, caresse doucement l'animal et dit « Ah, grand Saint-Père, quelle belle mule, comme elle semble douce et gentille !» Le jeune homme sait très bien que le pape Boniface adore sa mule et il espère ainsi gagner sa confiance. « L'empereur d'Allemagne n'a pas une mule aussi belle. » poursuit-il. « C'est un vrai trésor, une perle fine. » Flatté, le pape décide de faire entrer Tistet à son service et il lui demande de venir le lendemain matin au palais. Quand il commence à travailler pour le pape, Tistet-Védène continue à jouer la comédie. Il est méchant avec tout le monde, mais extrêmement gentil avec la mule. Tous les jours, il va à l'écurie pour donner de l'avoine à l'animal. Bien évidemment, il passe toujours devant le balcon du pape pour se faire remarquer. Un jour, le pape dit au jeune homme : « Je suis vieux et fatigué maintenant. Je ne peux plus apporter à ma mule son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Maintenant, c'est donc toi qui le feras. » « Vous m'honorez, » répond Tistet-Védène. « Vous savez combien j'aime et je respecte votre mule. Vous ne serez pas déçu. » Tistet-Védène commence son nouveau travail dès le lendemain. Le jeune homme est content de sa nouvelle fonction, mais pas la mule. Tous les soirs, le jeune homme va à l'écurie accompagné de 5 ou 6 clercs. Dès qu'ils arrivent, le martyre de la pauvre mule commence. En effet, ce sont les jeunes clercs et Tistet-Védène qui boivent le vin qu'elle adore et qui lui tient chaud. En plus, ce sont de véritables diables. Ils lui tirent les oreilles et la queue ou montent sur son dos. Mais le plus méchant de tous, c'est Tistet-Védène. Un jour, le jeune homme emmène la mule tout en haut du clocher de l'église et il fait croire au pape qu'elle y est montée toute seule. La mule désire alors une seule chose, se venger. « Ah, quel joli coup de sabot! Je vais te donner 2 mains !» pense-t-elle. Malheureusement, le lendemain, Tistet-Védène part en Italie, à la cour de Naples. « Ah, tu t'es douté de quelque chose, misérable !» se dit la mule, très en colère. « Mais ne t'inquiète pas, je te garde ton coup de sabot pour ton retour. » Après le départ de Tistet-Védène,
La mule retrouve sa vie tranquille d'avant, sa bonne humeur et le soir, son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Elle est heureuse, mais il y a encore une chose qui la fait souffrir. En effet, depuis la triste histoire du clocher, le pape n'a plus confiance en elle. Le dimanche, lorsqu'il revient de sa vigne, il ne fait plus de petites siestes sur son dos, parce qu'il a toujours peur de se retrouver tout en haut du clocher. Maître Cornille est un vieux meunier qui fabrique de la farine depuis plus de 60 ans. Il habite en Provence, dans le village de Tarascon, avec sa petite-fille Vivette qu'il adore. À cette époque, les collines sont couvertes de moulins à vent. Le Mistral fait tourner les ailes des moulins et les ânes sont chargés de sacs de farine et de blé. La semaine, on entend les aides-meuniers ouvrir les sacs de blé et crier « Diahu !» pour faire avancer les ânes. Le dimanche, les habitants du village se rassemblent sur les collines pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Mais un jour, des Parisiens construisent une belle usine à vapeur toute neuve entre Tarascon et Avignon. Séduits par la modernité de l'usine, les paysans de la région décident d'y porter leur blé. Les meuniers, eux, essaient de résister à la concurrence par tous les moyens. Malheureusement, ils abandonnent l'un après l'autre et, quelques semaines plus tard, tous les moulins à vent sont fermés. Tous, sauf un. Le moulin de Maître Cornille. En effet, le vieux meunier continue à se battre pour sauver l'honneur de son moulin. Depuis l'ouverture de l'usine, Maître Cornille est devenu comme fou. Souvent, il va au village pour convaincre les paysans de lui apporter leur blé. « N'allez pas à l'usine !» hurle-t-il. « Ces Parisiens veulent empoisonner la Provence avec leur vapeur. C'est une invention du diable. Moi, je travaille comme nos ancêtres, avec le Mistral et la Tramontane. » Mais personne n'écoute le vieux meunier. Et les paysans continuent de faire leur farine à l'usine à vapeur. Très triste, Maître Cornille décide de s'enfermer tout seul dans son moulin. Il est tellement malheureux qu'il dit à sa petite-fille Vivette de partir. Vivette est alors obligée de travailler très dur dans des fermes de la région. Maître Cornille fait souvent plusieurs kilomètres à pied pour aller la voir. Quand il arrive à la ferme, il se cache derrière des buissons. Il regarde Vivette pendant des heures et il pleure. Les habitants du village n'aiment pas le comportement du vieux meunier. Ils pensent que Maître Cornille n'a pas gardé sa petite fille près de lui par avarice. De plus, ils soupçonnent le vieil homme d'avoir un grand secret. En effet, personne ne lui apporte plus de blé depuis très longtemps. Et pourtant, les ailes de son moulin sont toujours en mouvement. Le soir, les habitants le voient souvent sur les chemins avec son âne chargé de gros sacs de farine. « Bonsoir, Maître Cornille. » disent les paysans quand ils le voient. « Votre âne est très chargé. Vous avez beaucoup de travail au moulin en ce moment ?»« Oh oui, énormément. » répond toujours le meunier. « Le travail ne manque jamais. » Lorsque les paysans lui demandent d'où vient tout ce blé, Maître Cornille met un doigt sur ses lèvres et répond toujours. « Chut, c'est un secret. Je peux seulement vous dire que je travaille pour l'exportation. » Le vieux meunier ne donne jamais plus de précision. Curieux, certains habitants du village essaient de trouver un moyen de découvrir son secret. « Il faut rentrer dans son moulin, » dit un villageois. « Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a plus de sacs d'écus que de sacs de farine. » « C'est une bonne idée, mais c'est impossible, » réplique un autre.
Même Vivette n'a pas le droit d'y entrer. C'est vrai. Dit un troisième. Et puis la porte du moulin est toujours fermée à clé. Lorsque je passe devant, je vois toujours la même chose. Les ailes du moulin qui tournent, le vieil âne qui mange l'herbe, et près de la fenêtre, un grand chat maigre qui regarde méchamment les gens qui s'approchent. Il faut trouver une autre solution. Les semaines, puis les mois passent. Les habitants de Tarascon n'ont toujours pas découvert le secret du vieux meunier. Le soir, ils voient toujours passer Maître Cornille avec son âne chargé de sacs. Un jour, le fils de Francet Mamaille, le joueur de flûte du village, tombe amoureux de la belle Vivette. Monsieur Mamaille se rend alors chez Maître Cornille pour le rencontrer. Lorsqu'il arrive au moulin, il frappe à la porte et appelle le vieux meunier. « Maître Cornille! Maître Cornille! Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Je viens vous demander si votre petite fille Vivette peut épouser mon fils. » « Va-t'en! Hurle le vieil homme. Rentre chez toi jouer de la flûte. Si tu es pressé de marier ton fils, va chercher des filles à l'usine à vapeur. » Francet Mamaille rentre au village pour annoncer la mauvaise nouvelle à son fils et à Vivette. « Non, ce n'est pas possible !» dit Vivette très triste. « Il faut le convaincre. Allons ensemble au moulin. » Le joueur de flûte accompagne alors les jeunes amoureux chez Maître Cornille. Quand ils arrivent sur la colline, le vieux meunier est déjà parti. La porte du moulin est fermée à clé, mais le vieil homme a oublié 2 petits détails. La fenêtre est ouverte et la grande échelle est dehors. « Montons !» dit Vivette. « Allons voir ce qu'il y a dans le moulin. » La jeune fille monte à la grande échelle. Quand elle arrive à la fenêtre, elle pousse un cri d'étonnement. « Oh ! Mais le moulin est vide ! Il n'y a ni blé ni farine !» Vivette se met à pleurer. Elle regarde partout. Le moulin semble abandonné. Il y a un lit en mauvais état, 2 vieux vêtements par terre et, sur une marche de l'escalier, un petit morceau de pain. Soudain, elle aperçoit 4 sacs ouverts dans un coin de la pièce. « Voilà ce que mon grand-père transporte tous les soirs sur son âne, des sacs remplis de pierres et de terre blanche. Voilà son terrible secret !» s'exclame-t-elle, désespérée. Francet Mamaille et son fils sont bouleversés. « Pauvre Maître Cornille, Dit le jeune homme. l'usine à vapeur lui a volé son travail, et voilà le stratagème qu'il a imaginé pour sauver l'honneur de son moulin et faire croire qu'il faisait encore de la farine. » Il faut faire quelque chose. S'écrie Francet Mamaille. Allons voir tous les habitants du village et demandons-leur d'apporter leur blé au moulin. Dépêchons-nous, il n'y a pas une minute à perdre. Les jeunes amoureux et Francet Mamaille retournent immédiatement au village. 2 heures plus tard, Maître Cornille revient au moulin. Il s'aperçoit immédiatement que quelqu'un est entré pendant son absence. « Pauvre de moi, Dit-il. on a découvert mon secret. Le moulin est déshonoré. » Maître Cornille s'assoit sur un sac et se met à pleurer. Soudain, il entend au loin des conversations. Lorsqu'il lève la tête, il voit arriver tous les paysans du village avec leurs ânes chargés de sacs. Quelques minutes plus tard, tout le monde se trouve devant son moulin. « Ohé, Maître Cornille, Dit un paysan. le moulin est ouvert? Nous vous apportons un peu de blé. » Le vieux meunier n'en croit pas ses yeux. Il s'approche, met sa main dans un sac et s'écrie. « C'est vrai, c'est du blé, du bon blé. Laissez-moi le regarder. Maître Cornille est tellement content qu'il pleure de joie. Vite, S'exclame-t-il.
Donnons tout ce blé à mon moulin. Il y a tellement longtemps que ses ailes ne tournent plus. Les paysans aident le vieux meunier à faire la farine. À la fin de la journée, tout le monde reste au moulin pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Maître Cornille n'a jamais été aussi heureux. Depuis ce jour-là, tous les paysans du village apportent de nouveau leur blé à Maître Cornille qui a réussi à sauver l'honneur de son moulin. Monsieur Seguin, un vieux paysan, habite en Provence. Il adore les animaux, mais malheureusement, il n'a pas de chance avec ses chèvres. En effet, elles meurent toutes de la même manière. Elles cassent leurs cordes, s'enfuient dans la montagne, et là-haut, le loup les mange. Rien ne retient les chèvres, ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup. Monsieur Seguin est très triste. Il a déjà perdu 6 chèvres. Que faire? Pense-t-il. Les chèvres sont trop indépendantes et elles s'ennuient chez moi. Cependant, il ne se décourage pas et décide d'acheter une 7e chèvre. Cette fois, Se dit-il, je vais la prendre très jeune pour qu'elle s'habitue à rester chez moi. le paysan achète une nouvelle chèvre et l'installe dans son jardin. Là, il l'attache à un piquet en bois avec une très longue corde pour lui laisser beaucoup de liberté. Monsieur Seguin adore regarder sa chèvre qu'il appelle Blanquette. Ah, qu'elle est jolie, ma Blanquette, avec ses petites cornes, ses beaux sabots noirs et ses longs poils blancs. Et comme elle semble contente, elle ne s'ennuie pas ici. En effet, Blanquette est très heureuse. Le vieux paysan est gentil avec elle et l'herbe du jardin est excellente. Un jour, cependant, la chèvre regarde la montagne et se dit « Comme on doit être bien là-haut! Je ne veux plus être attachée, je veux courir dans les prés. » À partir de ce jour-là, Blanquette devient très triste et refuse de manger. Toute la journée, elle tire sur sa corde en direction de la montagne. Un matin, elle dit à Monsieur Seguin « Monsieur Seguin, laissez-moi partir, s'il vous plaît. » Ah, toi aussi, Blanquette, tu veux me quitter? Pourquoi? L'herbe du jardin n'est pas assez bonne? La corde est trop courte? Non, ce n'est pas ça. répond la chèvre. Je veux aller dans la montagne. Mais il y a le loup dans la montagne. S'exclame le vieux paysan. Il va te dévorer, comme il a dévoré la vieille Renaude. Ah, la pauvre! Elle s'est battue avec lui toute la nuit. Mais Blanquette est très têtue, et l'histoire de la Renaude ne l'effraie pas. Moi, je n'ai pas peur du loup. Dit la chèvre. S'il vous plaît, Monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne. Monsieur Seguin est très triste, Encore une chèvre que le loup va manger. pense-t-il. Soudain, il se lève et crie à Blanquette. Eh bien non! Le loup ne va pas te manger, parce que je vais t'enfermer dans l'étable et tu ne pourras pas te sauver. Monsieur Seguin enferme Blanquette dans l'étable. Malheureusement, dans l'agitation, il a oublié de fermer la fenêtre. Une fois le paysan parti, la chèvre s'échappe et va dans la montagne. Quand elle arrive tout en haut, les arbres et les fleurs sont émerveillés devant cette jolie petite chèvre. « C'est la première fois que nous voyons une petite chèvre aussi adorable !»
s'exclament les vieux sapins. Toute la montagne fête l'arrivée de Blanquette. Les châtaigniers se baissent pour la caresser, et les fleurs s'ouvrent sur son passage pour libérer leur parfum. On la reçoit comme une véritable reine. Comme Blanquette est heureuse, plus de cordes, ni de piquets, Ici, je peux courir comme je veux crie-t-elle. et manger toute l'herbe que je désire. Et puis, l'herbe de la montagne est vraiment délicieuse. Je la préfère à l'herbe du jardin de Monsieur Seguin. Blanquette est très contente. Elle saute de rocher en rocher, se roule dans les feuilles, court dans le bois et traverse de grands torrents. C'est la première fois qu'elle s'amuse autant. À un moment donné, elle se repose un peu et elle aperçoit la maison de Monsieur Seguin, en bas, tout en bas dans la plaine. Que c'est petit! Pense-t-elle. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rester dans un jardin aussi minuscule. Blanquette se met à rire, puis elle recommence à jouer. Elle passe la journée à courir entre les arbres, à manger de délicieuses fleurs sauvages et à se baigner dans le torrent. Soudain, le vent se lève et la montagne devient violette. Le soir est arrivé, Déjà? s'exclame la petite chèvre. Je me suis beaucoup amusée et je n'ai pas vu le temps passer. Elle regarde alors en bas, tout en bas dans la plaine, et elle aperçoit la maison de Monsieur Seguin qui disparaît dans le brouillard. Elle entend ensuite un troupeau qui rentre à l'étable. Et elle se sent triste. Blanquette se sent très seule. Tout à coup, un hurlement la fait sursauter. Le loup! Pense-t-elle. Je me suis amusée toute la journée et j'ai oublié le loup. Au même moment, elle entend le bruit d'une trompe. C'est Monsieur Seguin qui essaie de faire revenir sa Blanquette. Fait le loup. Reviens! Reviens! Crie la trompe. Blanquette veut retourner chez Monsieur Seguin, mais elle se rappelle le piquet, la corde et le petit jardin. Maintenant, elle connaît la liberté et elle sait qu'elle ne peut plus vivre en captivité. Elle décide donc de rester dans la montagne. Soudain, elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne et voit dans l'ombre 2 oreilles courtes et droites et 2 yeux qui brillent. C'est le loup. Énorme et terrifiant, le loup regarde Blanquette. Il prend son temps. Il sait qu'il va manger la petite chèvre de Monsieur Seguin. Blanquette a peur. Elle regarde à droite et à gauche, affolée. Que faire? Le loup commence à rire méchamment. Je préfère que le loup me mange tout de suite. Se dit-elle. Mais elle se rappelle l'histoire de la vieille renaude qui s'est battue toute la nuit. Blanquette sait qu'elle ne peut pas gagner le combat, mais elle décide de se battre, Je vais me battre avec mes cornes, se dit-elle. comme une brave chèvre de Monsieur Seguin que je suis. En réalité, elle espère seulement une chose, résister aussi longtemps que la renaude.
Soudain, le loup attaque Blanquette, qui se défend de toutes ses forces. Blanquette est une chèvre tenace et courageuse. De temps en temps, elle regarde les étoiles danser dans le ciel et elle pense « Je dois résister jusqu'à l'aube, comme la pauvre Renaude. » Les unes après les autres, les étoiles s'éteignent. Blanquette multiplie alors les coups de corne et le loup les coups de dents. Au loin, dans la vallée, on entend le chant du coq. Puis une pâle lumière se lève à l'horizon. « Le jour est enfin arrivé. » pense Blanquette. « Je peux mourir maintenant. » La pauvre bête s'allonge alors dans l'herbe. Sa belle fourrure blanche est tachée de sang. Le loup reprend haleine, puis il se jette sur la petite chèvre et la mange. La chatte imprudente. Il était une fois un jeune homme du nom de Hamidi qui habitait une toute petite cabane dans un village, très haut perché dans la montagne. Il vivait seul et sa seule compagnie était une jolie petite chatte. Dès que le soleil se levait, il se rendait dans la grande forêt, et là, il cherchait de quoi vivoter, mais surtout de quoi nourrir la petite chatte. Il ne revenait qu'une fois le soleil couché. Enfermée à longueur de journée, la chatte trouvait le temps long. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, l'ennui commençait à la gagner. Il n'y avait plus depuis longtemps une souris, un scarabée ou une mouche à chasser. Ce jour-là, elle trouva un autre jeu. Elle monta sur la table et avec sa petite patte fit tomber l'assiette où il y avait le repas de son maître. Elle renversa la jarre de lait et se régala avec tout ce qu'elle avait renversé. Puis, satisfaite, se lécha les babines, les pattes et attendit son maître. Ce jour-là, Hamidi rentra de la forêt et dans sa musette, il n'avait rien à se mettre sous la dent. Mais, se disait-il, j'ai un petit repas qui m'attend chez moi. Quand il ouvrit la porte, qu'il vit toute sa vaisselle cassée et son repas par terre, il fut pris d'une terrible colère. « Maudit chat, je me fatigue pour te trouver à manger et toi tu souilles ma seule nourriture de la journée. Tu vas voir ce que tu vas voir !» Il attrapa la chatte, se saisit d'un petit couteau et là, d'un petit coup, il lui coupa le bout de la queue et l'accrocha sur un mur. Et toujours furieux, il lui dit « Tu peux pleurer jour et nuit, verser un lac de larmes, je ne te rendrai ta queue que si tu remplis de nouveau ma jarre de lait. » Dès le lendemain matin, la chatte se réveilla tôt et se mit en chemin. Elle traversa la grande forêt, arriva dans de grandes prairies et vit une vache. Elle lui chanta « La vache, la vache, la vache, donne-moi du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. » « Je veux bien t'aider, lui dit la vache, mais pour donner du lait, il me faut de l'herbe. » La chatte courut trouver une prairie. « Prairie, 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 donne-moi de l'herbe que je donnerai à la vache qui me donnera du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. »« Je suis tout assoiffée, tout desséchée. Trouve-moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe, lui dit la prairie. » La chatte trouva un petit ruisseau et lui chanta « Ruisseau, 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 donne-moi de la bonne eau que je donnerai à la prairie, qui me donnera de l'herbe que je donnerai à la vache, qui me donnera du bon lait, pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. Je ne suis qu'un petit ruisseau. Il faudrait que la grande rivière me donne un peu de son eau. »
La chatte trouva la rivière. Elle lui chanta: Rivière, 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 donne-moi de ton eau que je donnerai au ruisseau, qui me donnera de l'eau que je donnerai à la prairie, qui me donnera de l'herbe que je donnerai à la vache, qui me donnera du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. Le ciel ne donnera plus de pluie, et la rosée du matin n'y suffira pas, lui dit la grande rivière. Je ne suis qu'un mince filet qui coule dans son lit. Seule la montagne pourrait m'offrir un peu de neige. Alors, la petite chatte grimpa, jusqu'au sommet tout blanc de la montagne. Elle avait si froid, et de sa petite voix elle susurra: Montagne, 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 donne-moi un peu de neige que je donnerai à la rivière qui me donnera de son eau, que je donnerai au ruisseau qui me donnera de l'eau, que je donnerai à la prairie qui me donnera de l'herbe, que je donnerai à la vache qui me donnera du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. Je suis désolé, lui dit la montagne. Je dois garder ma glace jusqu'à l'été. Descends et attends que le soleil soit ardent. La chatte descendit, le cœur gros. Voilà, se dit-elle, ma grosse bêtise a de graves conséquences. Je suis une chatte sans queue qui n'ose plus se montrer de peur d'être moquée. J'ai faim. À midi, mon maître a eu raison d'être furieux. Ça fait mal d'avoir faim. La prochaine fois, j'y regarderai à 2 fois avant de faire des bêtises. La chatte était très triste. Elle s'allongea, s'enroulant sur elle-même, et attendit que la montagne daigne laisser fondre la neige. Les semaines passèrent. Les lunes passèrent, les saisons passèrent. Un beau matin, la chatte entendit le doux bruit de l'eau. La neige était en train de fondre. Elle remercia la montagne. La rivière se remplit et donna de l'eau au ruisseau, qui irrigua la prairie pour donner de l'herbe tendre à la vache, qui, satisfaite, donna du bon lait. Enfin, la chatte remplit la jarre qu'elle avait renversée. Elle revint chez son maître à midi. Il était heureux de revoir sa compagne. Elle sauta dans ses bras et ronronna. À midi, la serra contre son cœur et lui recolla la queue. Devant la porte, il trouva la jarre pleine de lait. Et la vie redevint comme avant. Mon conte est parti. Le vent l'a emmené. Un jour, il reviendra. L'élection des ministres. Il était une fois un lion. Ce lion a depuis la nuit des temps régné seul. Il a toujours imposé sa loi en despote. Or un jour, il décide d'adopter une nouvelle façon de gouverner et de nommer un vizir à ses côtés. Il ne trouve de meilleure façon d'inaugurer cette nouvelle ère que d'organiser un concours pour la désignation de ce ministre. Il convie tous les animaux à une grande assemblée et leur annonce sa réforme. « Chers sujets, il est temps que je partage avec vous le pouvoir, que vous participiez à la prise des décisions et à la gérance des biens de notre royaume. J'ai donc décidé de nommer un vizir. Ce sera celui ou celle qui, parmi vous demain, verra le premier le soleil se lever. » Le lendemain, dès l'aube, tous les animaux sont au rendez-vous prévu au fond de la forêt. Tous ont les yeux tournés du côté de l'est. Tous, excepté le hérisson, qui regarde du côté opposé et s'expose à la risée de l'assemblée.
Tandis que règne un silence pesant et une tension extrême, une petite voix s'élève. « Le voici! Le voici, votre majesté, le voici! Voici le soleil !» Toutes les têtes se tournent du côté de la voix. La surprise des animaux est grande lorsqu'ils voient le roi féliciter l'ingénieux hérisson qui a remporté le concours. En effet, il a vu le reflet des rayons du soleil à l'ouest avant que le soleil lui-même ne se lève à l'est. Et depuis ce jour, le hérisson est le bras droit du lion, roi de la forêt. Au temps jadis, le cheval parlait comme nous parlons aujourd'hui. Il allait guerroyer, on ne l'égorgeait pas pour le manger. À cette époque-là, il y avait un village interdit aux femmes. Celles qui essayaient d'y pénétrer périssaient. Yassama était la fille du roi. Elle était belle et séduisante. Quand elle portait un costume d'homme, elle prenait l'apparence d'un homme. Un jour, elle décida de se rendre dans ce village, ce fameux village interdit aux femmes. Malgré la protestation de ses parents, elle s'entêta. Elle s'habilla comme les cavaliers, monta sur un cheval et partit avec ses frères. Quand ils rentrèrent dans le village, le fétiche du village s'écria. « Akoi, Akoi, parmi ces étrangers, il y a une femme. Faites-les tous sortir de notre village, sinon un malheur va nous frapper. » On fit venir les étrangers chez le chef du village, mais personne ne vit de femme parmi eux. Le fétiche cria une nouvelle fois. « Akoi, faites sortir ces étrangers. Le village est souillé. Un malheur va nous frapper. » Vite, les villageois trouvèrent un plan pour découvrir l'intrus. Le cheval dit alors à Yassama. « Gare à toi. Il cherche à te découvrir. S'il te donne de l'eau pour te laver, ne prends pas l'eau chaude. S'il t'offre de la viande, ne mange pas la viande cuite. » Yassama suivit intégralement les recommandations de son cheval et échappa au piège. À la fin de leur séjour, les villageois organisèrent une course de chevaux au cours de laquelle Yassama les battit tous. C'est alors qu'elle montra ses seins et dit qu'elle est une femme. On l'a poursuivie, mais on ne put la rattraper. Le fétiche du village se transforma en pluie pour l'atteindre. Le cheval se débarrassa de sa peau pour protéger Yassama. Sinon, elle deviendrait stérile si cette pluie la mouillait. Toute joyeuse, elle rentra avec ses frères à la maison. Mais quand son père lui demanda de raconter son voyage, elle expliqua que le cheval n'avait rien fait et qu'elle s'était débrouillée toute seule. C'est alors que le cheval hennit et cessa de parler à cause de l'ingratitude de la femme. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand,
et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin? Lui dit le loup. Oh oui, dit le petit chaperon rouge. C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas long à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurte. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le loup tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. « Qui est là ?» Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais, croyant que sa mère Grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture, « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère Grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea.